Si le roi était alors au sommet de sa gloire, la cour était en peu de temps tombée dans un état d'avilissement peu croyable. Les duchesses de 15 ans s'enfermaient dans leur chambre pour s'abrutir de liqueur en compagnie de leurs laquais. Les plus grandes dames s'enivraient tellement qu'elles s'oubliaient au milieu des salons et rendaient par en haut et par en bas l'excès de liquide dont elles étaient remplies. Le propre frère du roi n'apparaissait jamais que fardé à l'excès, tout piqueté de mouches et breloquant de bijoux. Des fils de princes enlevaient par force des garçons des rues pour les traiter en filles, et s'ils refusaient, leur passaient l'épée à travers le corps. Alors éclata l'affaire des poisons. Saviez-vous, madame, me dit un jour le roi, que les gens de madame de Montespan étaient habitués chez la voisin, cette sorcière qu'on a brûlée il y a 6 mois. Seriez-vous surprise si je vous apprenais que madame de Montespan elle-même se dénudait pour se faire lire les évangiles sur le corps, qu'elle a tenté d'empoisonner la duchesse de Fontanges et qu'elle n'aurait pas été mécontente, à ce qu'il paraît, de m'expédier aussi? Pensez-vous qu'il soit plaisant de songer que je buvais chez elle, avec le vin qu'on m'y servait, certaines poudres d'amour faites de crapauds, de cantharides, de rognures d'ongles, de jus de mandragore et de semences de curé? La vérité, sire, c'est qu'il n'y a plus rien de sacré en ce royaume, pas même la personne de votre majesté. L'exemple des vertus ne peut venir que d'en haut. Sire, ne serait-ce pas un grand dessein que d'ajouter la dignité à la force? Le roi me regarda bien en face. Jamais on ne m'a mieux dit, madame, que j'avais donné le mauvais exemple à mes peuples. En peu d'instants, la disgrâce de ma rivale fut consommée. Le roi toiletta la figure de son siècle. Il nomma des prêtres et des évêques qui avaient la faiblesse de croire en Dieu. Lui-même donna l'exemple en se renfermant dans sa famille. Je l'ai encouragé de mon mieux. Je le savais trop jeune encore et trop ardent pour supposer qu'il pût se satisfaire de moi seul. À tant faire que de partager, je crus qu'il valait mieux partager avec la reine. Rendre un amant à sa femme, n'est-ce pas le comble de la puissance pour une maîtresse? À Versailles, où la cour s'installa pour tout de bon en 1682, le roi me donna un appartement de plein pied avec le sien, ouvrant sur l'escalier de marbre. Le 31 juillet 1683, la reine Marie-Thérèse mourut à l'âge de 43 ans. La mort de cette pauvre femme me plongea dans l'affliction. Elle m'aimait bien et j'avais grand besoin qu'elle vécût. Je pleurais. Bientôt, toute la cour ne parla plus que de remariage. On pariait sur l'infante de Portugal. Je jugeai qu'il valait mieux partir plus tôt qu'être chassé plus tard. Je me jetai aux pieds du roi. « Sire, je prie votre majesté de m'accorder la permission de me retirer à maintenant. » Songez-vous bien, madame, à ce que vous dites? Oui, sire, j'ose y songer. On dit que votre majesté va se remarier. À supposer que je me remarie, je vous réponds de l'amitié de la reine pour vous. La reine m'accepterait peut-être, mais c'est moi qui ne voudrais plus de votre amitié à ces conditions. Je ne vous ai pas retiré à la feu reine, je vous ai rendu à son amour. Il en irait maintenant tout autrement, je serais coupable devant Dieu. Vous m'affligez, madame? J'avais cru que vous aviez pour moi plus d'amitié. J'ai pour votre majesté plus que de l'amitié.
C'est ce qui me donne la force de m'en aller. Il sortit sans un mot. Je me crus perdue. Cependant, il revint le lendemain. « Savez-vous, madame, que vous m'avez persuadée? Je me remarie. » Mes yeux s'emplirent de larmes. « Vous ne me dites rien? Vous ne me demandez pas avec qui? Eh bien, j'épouse Françoise d'Aubigné, puisqu'il n'y a pas d'autre manière de vous garder. » « Mais sire, selon le monde, le plus grand roi de la terre épousait la veuve Scarron. Selon le monde, c'est moi qui fais et défais les noblesses. On est toujours assez bien né quand on est distingué par moi. » Le roi renonça pourtant à la déclaration du mariage. Il résolut de le tenir secret. C'était mon sort apparemment de ne pouvoir être marié à la façon commune. Il manquerait donc à la perfection de mon bonheur d'en pouvoir annoncer la nouvelle à monsieur de Villarceau. « Vous rêvez, Françoise, un Villarceau épouser la veuve d'un Scarron ?» Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, dans l'ancienne chapelle du château de Versailles, l'archevêque de Paris unit le roi Louis XIV à Françoise d'Aubigné. Pour moi, je crois que je n'y étais pas, ou si peu. Je ne vis pas à qui je donnais la main. Je n'entendis pas le roi répondre aux questions. Je ne m'entendis pas moi-même consentir à mon élévation. Je ne repris mes esprits qu'autour de l'Agnus Dei, où je me dis tout à coup que je ne pourrais pas monter plus haut. Alors, je commençai d'appréhender l'ennui. Ma vie prit un tour que 32 années de vie conjugale avec le grand roi ne devaient plus changer. 6 heures, réveil, j'avale une tasse de bouillon. 6h15, le roi envoie son premier valet de chambre s'enquérir de mes nouvelles. Je passe à ma toilette. 7 heures, mes lettres. 8 heures, audience publique. 9 heures, première visite du roi. 9h30, le roi se retire. 10 heures, la messe. 11 heures, seconde visite du roi, il me laisse avec ses filles. Midi, arrivée du dauphin. 1 heure, le roi sortant de table revient avec les princesses. 2 heures, le roi part pour la chasse, les princesses restent. 4 heures, retour du roi. Seul avec lui, je reçois ses caresses ou console ses peines. 5 heures, le roi dépouille ses dépêches et consulte ses ministres dans ma chambre. 8 heures, je soupe seule. Les femmes viennent me déshabiller tandis que le roi continue de délibérer sans désemparer. 9 heures, devant mon lit, procession du dauphin, des princes et des princesses, le roi se retire avec eux. 10 heures, rendu à mon particulier, je puis, pour la première fois de la journée, me moucher, tousser et gémir comme il me plaît. Certes, le roi prétendait goûter le bon sens qu'il trouvait dans mes propos. Ne me dit-il pas un jour « Madame, on traite les rois de majesté, les papes de sainteté. On devrait vous traiter de solidité. »
Et chaque fois qu'il volait mon avis, il me demandait en souriant « Qu'en pense votre solidité ?» Mais l'estime qu'il me témoignait ne le penchait jamais à changer ses projets. Au contraire, aussitôt que j'avais émis un vœu ou sollicité quelque emploi, il suivait la politique opposée. Placé au cœur de ce monde, je ne sais ce qui m'y dégoûtait le plus. Les flatteries dont toutes ces belles âmes m'assaillaient, ou les calomnies qu'elles colportaient contre moi. Le roi se retire à Marly, et d'amant il devint mari. Il fait ce qu'on doit à son âge, c'est du vieux soldat le destin, en se retirant au village, d'épouser sa vieille putain. Ces choses-là ne sont point fades et plaisent toujours. La nécessité de me garder de tous me plongea davantage dans la compagnie des enfants.